Bien, chers amis téléspectateurs, vous êtes sur AfroWeb TV avec votre homme serviteur Moïse Agbenigan. Aujourd'hui, exclusivement, nous parlons donc de Dr Agbeome Kodjo, l'ex-premier ministre et l'ex-président de l'Assemblée nationale du Togo, qui s'en est allé. Vous le savez, nous avons eu le privilège aujourd'hui d'avoir un invité spécial pour l'occasion. Il s'agit donc de Dr Kate Albert. Il est notre invité. Il est un leader d'opinion résident à la diaspora. Et vous savez donc le numéro affiché à votre écran pour participer à cette émission, le +1 319 462 89 119. Et bienvenue à cette seconde partie. Si c'est maintenant, donc vous prenez le train en marche, vous êtes sur la bonne antenne au bon moment. Nous allons aborder et évoquer donc quelques questions concernant l'actualité togolaise, puisque nous sommes à quelques jours des élections législatives et régionales au Togo, et avec l'absence de la dynamique Monseigneur Baudreau. Vos réactions, docteur Kate? Non, mais c'est un choix politique. La dynamique Monseigneur Baudreau, d'abord, c'est pas un parti politique, mais c'est un choix politique que ses membres ont fait. Et je pense que Baudreau a publiquement interdit à ses amis de ne pas aller dans le sens des élections. Et ceux qui ont compris que c'est un devoir politique, je pense qu'ils ont pris leur route et ils se sont trouvés un autre nom. Donc, autrement, ils sont là. Ils sont là, certains sous la bannière de leur parti politique et certains sous une autre bannière. Donc, je pense qu'ils sont là. Et dire que la dynamique Monseigneur Baudreau ne pas élection, c'est peut-être une question de nom qui n'est pas là. Mais les individus, il y en a beaucoup qui sont dans ces élections. Et techniquement, lorsque vous prenez position présidentielle et vous arrivez en deuxième position, c'est vrai que vous serez favori si vous gardez le momentum aux prochaines échéances qui vont suivre. Et ça leur aurait été peut-être un avantage pour racler des sièges, ratisser large s'il veut, surtout du groupe de l'opposition, avoir leur je peux dire, leur victoire dans plusieurs circonscriptions en face de leurs collègues de l'opposition. Ils pouvaient quand même prendre le dessus. Hein. Malheureusement, dans le contexte politique togolais, c'est devenu une tradition. Et souvent, quand les gens sont dans la concertation, ils s'engouffrent dans le radicalisme. Et suite à ce radicalisme-là, donc ils rentrent dans le boycott. Et il n'y a rien de nouveau, ce n'est que la répétition du passé. Et beaucoup l'ont anticipé. Ben, écoutez, c'est un choix politique. Si ça leur apporte, tant mieux. Si ça ne leur apporte pas, eh bien, je pense que souvent, ces groupes finissent par disparaître. Nous avons vu le cas du PNP à l'époque, du Tipi Atchedam. Et ceux qui ont pu suivre, par exemple, c'est de ce radicalisme, c'est l'UFC et l'ANC. Et vous avez vu qu'ils sont devenus des participationnistes après cela et sont maintenant toujours sur l'échiquier, mais et comment à travers leur participation aux échéances électorales. Donc sans cela, vous perdez carrément la voie sur le champ politique. Alors, l'opposition a-t-elle une chance de remporter les élections législatives et régionales à venir? Être élu au Togo, si vous parlez des élections, remporter une élection d'abord, faisant des analyses techniques. D'abord, il faut s'offrir des conditions satisfaisantes d'organisation de ces élections. Et cela confirme à votre électorat que vous y serez, vous, leur candidat, et il faut qu'ils fassent leur part. Donc, l'opposition togolaise, vous savez, est souvent dans le doute et d'abord, elle dénonce
même l'organisation de ces élections, la transparence de l'organisation de ces élections, et au même moment, elle bloque toute discussion sérieuse, élargie, crédible unanimement, je veux dire, pour créer les conditions d'organisation d'une élection incontestable. Donc, je pense que donner 2 signaux à ces électeurs est un risque pour l'opposition. Et vous avez vu dans le passé, lorsque elle s'est amusée à décourager ses électeurs de ne pas aller s'inscrire au vote, et après, lorsque elle est arrivée à des compromis et a voulu appeler les électeurs à aller au vote, eh bien, il y a eu un fiasco. Donc, c'est la réalité des choses. Donc, l'opposition togolaise a cette nature-là qui fait qu'il est difficile de prédire qu'elle peut remporter une élection et avoir une majorité. Parlant d'une majorité, c'est un travail de fond et de longue haleine. Bon, donc, autre chose sur ça qui est technique, c'est que les élections sont devenues une source de revenus pour ces élus-là, pour apporter du pain sur la table à leur famille. C'est-à-dire que un élu compte sur ce salaire-là pour vivre et survivre. Lui-même d'abord. Il n'y a pas une autre occasion. Donc, cela fait que les gens se bousculent juste pour y aller. C'est pas que peut-être ils sont compétents, ils ont ce qu'il faut nécessairement pour peser. Mais c'est parce que dans les partis politiques, il n'y a que de l'opposition surtout, c'est la seule occasion, la plus grande occasion qu'il y a pour avoir des membres du parti quelque part. Bon, à part les commissions de gauche à droite. Maintenant, quand cette même opposition est appelée à s'unir pour gagner, bon, beaucoup diraient que c'est par cela que mathématiquement, elle peut être efficace. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux, je n'ai pas les données sur ça. Mais ce qui est sûr, vous avez vu qu'il y a des voix qui s'élèvent déjà au sein de cette opposition contre cette idée d'unité-là. Donc, avec beaucoup d'explications. Vous voyez? Donc, pourquoi cela? Parce que s'il faut que les gens s'unissent, ben, et il faut aussi donner des listes. Donc, ça réduit les chances de participation des membres du parti. Donc, un groupe de 5 partis qui s'unit, donc certains vont positionner un candidat de ce parti dans cette ville, un autre candidat d'un autre parti dans l'autre ville. Donc, et les chances de participation des membres de ce parti-là sont réduites. Et aussi, même pour être en tête de liste, sont réduites. Donc, il y a des aspects techniques parce que les gens survivent de ces élections pour trouver du pain à la maison. Donc, ils ne vont pas laisser passer des idées qui techniquement peuvent avancer ou pas. Donc, ce qui motive, on ne sait pas vraiment les vraies motivations. Donc, il y a beaucoup de difficultés là. Mais ce qui est sûr, toutes ces stratégies ont des avantages et des désavantages. Maintenant, l'opposition, pendant 20 ans ou 30 ans, on va dire, depuis 3 décennies, n'a pas de cadre qui pèse parce qu'elle ne participe pas au gouvernement. Être opposant veut dire vous restez loin du gouvernement. Les gens ont leurs propres affaires, des avocats, des médecins, tout ça, mais ce n'est pas avec son argent de poche qu'on construit un pays. Ce n'est pas avec son argent de poche qu'on réalise les promesses électorales qu'on a données aux, aux électeurs. Mais c'est plutôt avec les moyens locaux, les moyens administratifs qui sont à votre disposition qu'il faut réaliser ces choses-là. Ce qui fait que beaucoup de ces opposants, d'abord, ils n'ont pas de cadre et ensuite, ils ne disposent pas des moyens administratifs pour réaliser des choses et revenir maintenant d'expliquer à cette population que, écoutez, voilà, nous étions élus et nous avions pu faire tel, 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 tel. Non. Donc, le parti au pouvoir, qui est là, au moins avec le président Faure, le parti UNIR a déjà des élus
et des membres du gouvernement de gauche à droite partout dans le pays qui travaillent et avec les moyens de l'État. Donc, cela donne beaucoup d'avantages de unir sur les candidats de l'opposition. Et c'est une réalité. Et je pense que ça finit par rattraper l'opposition parce qu'à chaque fois, le nombre de ces élus diminue. D'élection à élection, ça diminue. Et les populations posent plus de questions et comprennent les choses autrement. Et c'est tellement difficile à l'opposition d'argumenter, d'expliquer à la population que, écoutez, nous sommes élus, mais nous ne pouvons pas vous réaliser ces promesses. Allez plutôt demander aux gens d'unir. C'est eux qui gouvernent. Eh bien, si vous leur dites ça aux prochaines séances, ben, je leur avais montré le chemin. Donc, avec la misère ambiante sur le terrain, cette opposition n'a pas de quoi offrir aux gens. Juste parce qu'elle a fait 30 ans et elle continue dans ce même sens à ignorer la force du gouvernement. Donc, elle n'a pas les moyens. Donc, l'argent personnel des élus de l'opposition ne servirait à rien jusqu'à ce qu'elle prenne position dans la gestion de l'État pour réaliser les promesses électorales avec les moyens de l'État pour la population qui est propriétaire de ces moyens-là. Docteur Katé, merci pour ces éclaircissements, pour vos avis que vous nous donnez au cours de cette émission. Des voix s'élèvent dans l'opposition pour dire que nous devons nous unir. C'est-à-dire l'opposition doit s'unir avant de gagner. Mais certains partis politiques de l'opposition disent avoir un mauvais souvenir des coalitions passées. Quelles sont vos opinions? Oui, nous avions été témoins de beaucoup de spectacles et nous avions aussi été témoins des difficultés qu'il y a eu dans ces coalitions, sans porter aucun jugement sur ces difficultés. Il faut simplement noter qu'en réalité, il n'y a pas une seule coalition qui a réussi à l'opposition. Nous, en tant que jeunes et en tant que diaspora, je pense que nous avons obligation d'avoir un œil dans beaucoup de choses pour pouvoir mieux savoir la vérité et avoir l'esprit de discernement. Donc, je pense que ces coalitions pouvaient être effectives stratégiquement pour ces opposants, mais une chose que les gens les ont reproché, c'est qu'il y a eu beaucoup de mensonges, il y a eu beaucoup de flip-flop, et aujourd'hui c'est comme ça, demain on dit ceci, demain ils disent ceci, et après demain les gens apprennent ceci, et les gens sont tellement choqués que ça crée beaucoup d'émotions dans les militants, dans leurs militants, dans la jeunesse. Donc, ce qui fait que ces coalitions sont perturbées. Donc, il n'y a pas vraiment un succès enregistré. Je pense que rien ne dit qu'une coalition ne peut réussir. Il n'y a pas, sauf que dans le contexte de l'opposition togolaise, les couacs qui ont été rapportés ici et là sont un peu désobligeants, c'est tout. Mais les coalitions peuvent réussir, ça dépend. Donc, je pense que même là où les problèmes sont réellement, c'est pas de ça nous parlons souvent, tu vois. Et du moment où il y a ce manque de sincérité, de vérité dans la politique, bon, ben, ça va refléter sur l'échec de ces coalitions. Ce sont des stratégies politiques. UNIR est un grand parti et il demeure grand et ça grandit au jour le jour. Et la rigueur auprès de UNIR est de mise parce que ils ont sous leur queue une opposition, bien sûr, qui cherche l'alternance, vous voyez. Mais cette rigueur-là, au sein de l'opposition, elle n'est pas la même. Là, tu vois, non? Donc les gens se permettent tout et même dans les coalitions, bon, après quelques jours, c'est des problèmes. Bon, ben, malheureusement, c'est ça. Mais il faut quand même que l'opposition soit utile au pays. Parce que c'est une bonne chose d'avoir une opposition dans un pays. Et c'est pour ça que nous l'avons institué dans le cours des choses. Alors, sauf que le pourquoi nous l'avons institué, le rôle qu'elle doit jouer,
elle n'est pas en train de jouer ce rôle-là. Aujourd'hui, les gens disent aux populations que nous, notre rôle d'opposants, c'est de dénoncer les actions du gouvernement. Vous voyez? Et rien que ça. Vous voyez? Or, c'est pas la vérité. C'est pas le pourquoi nous avions institué l'opposition dans le cours des choses. Ce n'est pas ça. Le chef de l'État a intérêt à avoir une opposition très effective. Parce que ça lui permet aussi d'avoir une balance, de convaincre les investisseurs et qu'il y ait des délibérations qui sont vraiment dans l'intérêt national. Et ça lui permet de voir certaines choses et d'entendre certaines choses que ses propres fidèles ne lui souffleraient pas. Vous voyez? Donc, une opposition constructive, ça permet aussi au chef de l'État d'avoir des conclusions qui sont vraiment dans l'assentiment du peuple, c'est-à-dire qui arrive à satisfaire la plupart des couches d'une manière ou d'une autre, parce que l'opposition aussi représente une couche qui puisse ne pas être d'accord avec celui qui est au pouvoir. Mais celui qui est au pouvoir a intérêt à ce que ceux qui l'ont élu et ceux qui ne l'ont pas élu aussi, il est leur président. Vous voyez? Donc, le président Yadema, vous vous rappelez, il avait fait beaucoup de compromis qu'aucun opposant n'a toujours renié jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez? Et quand Faure et Sozimna aussi, après 2005, a commencé les discussions avec l'opposition togolaise, mais il y a eu des dialogues. Le dialogue de Ouaga était un dialogue sincère. C'était un dialogue extraordinaire qui devait totalement changer les choses. Et c'est l'opposition, pas des moindres, mais un opposant charismatique qui a tout jeté pour un intérêt personnel. Et cela, on paye le prix jusqu'à aujourd'hui. Mais je pense que Faure ne s'est pas arrêté là-bas. C'est pour ça, avec Monseigneur Bariga, il a aussi, une fois encore, ouvert la voie au dialogue Togo Télécom 1 et 2. Ce que beaucoup ont dit que aussi était presque extraordinaire et mémorable si les conclusions étaient mises en application. Vous voyez? Donc, je pense qu'il y a un espoir. Il faut toujours continuer de faire les choses comme il faut, sinon on va payer le prix. Donc, l'opposition paiera toujours le prix de ses faux pas. C'est comme ça. Alors, sommes-nous en train donc d'assister à une alternance au sommet de l'État dans ce cas d'espèce ou donc après les élections législatives et régionales? Oui, il y a évolution. Il y a évolution, en principe, oui, après les régionales, c'est les présidentielles qui vont suivre. Et si il y a un autre gagnant à part le président actuel Faure, s'il se présente, donc oui, il aura alternance. Mais qui peut confirmer si nous sommes sur la voie? Moi, personnellement, il n'y a pas de signaux qui montrent que ceux qui cherchent l'alternance cherchent l'alternance sincèrement. Parce que, étant de la génération de 1990, lorsque ceux qui cherchaient l'alternance sincèrement, ils posaient certains actes, faisaient certains compromis, et vous allez voir ça venir. Et que ce soit du côté du pouvoir, de l'opposition, on sentait, on voyait que les deux se préparaient à travailler ensemble et ils ont seulement démontré la volonté, ils ont posé des actes clairs et ont formé des gouvernements d'union juste après les discussions pour mettre en application ensemble les recommandations pour aller vers l'alternance ensemble. Vous voyez? Et cette formule-là a été une fois confirmée quand l'accord de Ouaga a été fini. Immédiatement, le chef de l'État Faure, qui est actuel chef de l'État, avait accepté une fois encore, tout comme son père, de remettre le cahier de charges dans les mains de l'opposition pour appliquer les recommandations qui peuvent aller vers l'alternance en nommant à l'époque le premier ministre Agboibo, qui était membre de l'opposition. Vous voyez? Alors, et dès que un autre collègue de l'opposition a déclenché la guerre à Agboibo et au projet,
Eh bien oui, depuis cet instant-là, euh, tout est resté en pause. Donc, cette opposition, depuis cet instant, si tu me demandes, bien on demande à quelqu'un, alors qu'est-ce qui a été fait qu'on puisse noter et on peut voir à travers cela que vous êtes en train de préparer l'alternance. Puisque nous connaissons ces choses-là et nous pouvons les identifier. Donc, non, vous allez voir que depuis cet instant jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait, rien n'est identifiable dans ce sens. Mais il y a des évolutions. Le président de la République continue d'appliquer son programme de gouvernement et d'encourager les évolutions au niveau de l'Assemblée pour certaines lois. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons les élections locales et autres, tout cela. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a d'autres choses qui sont des signaux clairs que celui qui cherche à aller remplacer l'autre, les gages de l'alternance sont en train d'être posés. Bon, je ne pense pas que nous avons des signaux pour l'instant. On verra dans les jours à venir. On verra dans les jours à venir. Il appartient aux acteurs de démontrer cela. Dans ces arrives, il faut poser cette question. Mais moi, en tant qu'acteur, en tant qu'analyste, je peux te dire que, et témoin de cette époque, de ces 3 décennies, je peux te dire que il y a des éléments qui ne sont pas pour le moment visibles, mais on verra bien. Nous sommes presque à la fin donc, de ce numéro de notre émission Avis de la diaspora. Mais ma dernière question pour vous, Dr Kate, Monseigneur Podjro, Dr Agbeome Kodjo, ils sont tous 2 partis. Tout le monde se demande aujourd'hui ce qui reste de l'opposition togolaise peut-il changer véritablement les choses? Et votre conclusion? Avant de changer des choses, il faut qu'on change soi-même d'abord. Et la dernière mémoire que j'ai de l'opposition, puisque vous parlez de l'opposition de Monseigneur Podjro, de l'opposition, si elle peut changer les choses, la dernière mémoire que j'ai, la dernière chose que j'ai en mémoire, c'est, vous vous rappelez, lors du dernier accord de 2018 avec sous la médiation du président ghanéen Nana Addo et Alpha Condé. Et c'était à la salle Fazao, à l'hôtel 2 février, lors du dialogue. Et le représentant du médiateur, qui était le général Béanzin de la CEDEAO, avait demandé à ce qu'à un moment donné, qu'il y ait une sorte de conciliabule, un petit conclave entre les leaders de l'opposition et la délégation du gouvernement et du pouvoir, et les représentants du parti au pouvoir, qu'ils aillent se parler entre Togolais. Et c'était tellement ridicule de voir l'attitude qu'avaient démontré nos représentants de l'opposition qui cherchent l'alternance là. Et ils n'avaient pas voulu parler avec les gens du pouvoir en face. Et c'était terrible devant les étrangers. Vous voyez, ils n'ont pas voulu se parler parce qu'il y a toujours cette idéologie de démontrer au peuple qu'on ne va pas parler avec celui qui est au pouvoir. C'était 2018. Vous avez vu? Et si c'est pour aller changer les choses, vous avez vu, donc 2020 ont suivi. Et c'est un fiasco pour l'opposition. Parce que la tenance qu'elle vendait à ses militants, elle n'a pas délivré. Et nous allons maintenant vers 2023. Est-ce que vous avez vu un face-à-face entre les membres de l'opposition et du pouvoir, où le chef de l'État assis en face des opposants depuis cet instant-là, de 2018 jusqu'à aujourd'hui? Jamais. Jamais personne n'a vu. Donc, je ne sais pas d'où vient cet espoir. Je ne sais pas, je ne suis pas personnellement confiant. Et c'est bien, je souhaite que le pays soit uni et si les opposants veulent faire la tenance avec force, mais je ne suis pas de ceux qui croient dans cette formule qu'il y aura un Togo où certains et d'autres ne parleront pas. Je ne crois pas à cela, je ne le vois pas. Et je n'ai pas d'espoir, il n'y a aucun espoir pour voir jusqu'à ce que nous voyons ces signaux-là. Et je le dis
pour qu'ils comprennent et qu'ils fassent. Allez voir les images des discussions entre l'opposition et le pouvoir lorsque le général Eyadema a autorisé la conférence nationale. Mais vous allez voir son implication personnelle et les consultations qu'il a eues à plusieurs reprises, opposition ou pouvoir, ou des deux côtés, comment il solutionnait les choses, c'était du témoignage. Donc un chef d'État n'est pas toujours opposé à l'opposition, mais plutôt il a intérêt à avoir une bonne opposition, et lorsque ce qu'il bâtit peut être durable, il a aussi intérêt à cela. Je pense que aucune entité aussi, l'opposition aussi, ne peut pas exister sans l'autre côté, parce que tu ne peux pas construire un pays partiellement pour tes militants uniquement. Vous voyez, donc le fauteuil présidentiel, c'est un fauteuil de consensus et de compromis. Donc ceux qui cherchent le fauteuil présidentiel, je pense qu'ils doivent revoir leur copie pour accepter la main tendue du chef de l'État, et que nous allions vers cette réconciliation-là et construire ce pays ensemble et faire vivre au peuple la nation unie qu'on appelle le Togo. En ce sens-là, je pense que tout peut aller. Donc, c'est le seul conseil que j'ai à donner à ces gens-là. Merci, docteur Katé Albert. Vous êtes leader d'opinion et vous avez été notre invité aujourd'hui pour cette émission. Nous vous en remercions pour le temps que vous nous avez accordé. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, veuillez le faire et faire partir donc de la grande famille des téléspectateurs d'Afro Web TV. Moïse Agbingan, c'est moi, c'est mon nom. Je vous retrouve le lundi à partir de 11 h avec l'honorable Innocent Kagbara pour aborder d'autres thématiques qui vous intéressent dans une autre émission, Lundi Politique. Merci à tous et à chacun de vous. On se retrouve et bonne suite de nos programmes sur Afro Web TV. Bye. Chaque semaine, la rédaction d'Afro Web TV vous propose un condensé de l'actualité